Bonjour et bienvenue dans ce 82e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2022, en direct sur Twitch. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard Clark, où est-il ici, et de Christophe Peignet, qui est là. Oui, coucou. Salut, bonjour messieurs, comment allez-vous? Bah, ça va. Pourquoi tu regardes aussi? Parce que vous êtes au-dessus. Ah oui, c'est vrai. On peut changer, tiens, je pense. Alors, hop. Voilà, au-dessus. Et donc, on est sur Twitch. Pour ceux qui veulent être prévenus, nous enregistrons un épisode en live à chaque fois et vous pouvez venir nous suivre très facilement. Pour ça et pour être averti, il suffit de cocher la petite cloche, de vous abonner d'abord et de cocher cette petite cloche. Comme ça, vous recevrez une petite notification. Et aujourd'hui, comme chaque mois, nous avons un invité et nous avons demandé aujourd'hui à un nouvel invité qui est Alexis Cogna. Quand je dis nouveau, non, puisque ça fait déjà quelques fois et notamment il y a quelques mois, je crois que j'avais noté le 8 septembre, que tu étais déjà venu, Alexis, nous parler de Teams. Et comme c'est ton dada, tu vas encore venir nous reparler de Teams, mais on va approfondir le sujet. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Bonjour messieurs, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité encore une fois, en effet. On a encore des questions. Ouais, c'est... On était resté un petit peu, tu sais. Non, voilà. Mais il y a de quoi faire, on va dire. On s'en voilà. pas et c'est un sujet... c'est ce qu'on se disait, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller encore un peu plus loin et de repartir peut-être enfin tu vas nous montrer ça, mais d'une application un peu existante, parce que c'est un peu le cas de beaucoup d'entreprises aussi, de Christophe aussi d'ailleurs. On a déjà un existant et on se dit, tiens, ça serait bien d'intégrer ou du moins de pouvoir l'utiliser dans Teams, donc on va voir ça avec toi. Avant ça, peut-être en 2 mots, peut-être nous rappeler ce que tu fais pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui. Pas envie de dire, à la limite, allez voir l'épisode du 8 septembre, donc l'épisode 70, 70, je sais plus, 18, quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin bref, vous retournez voir sur le site, vous la retrouverez. Mais sinon, Alexis va nous dire qui il est. je m'appelle Alexis Cogna, je suis MVP sur Office. Avec la spécialité sur Teams. Je travaillais en fait avant sur tout ce qui était Skype for Business, Lync. Ça commence à être des ancêtres maintenant. Mais autour de ces applications-là, et j'ai créé ma boîte il y a bientôt 10 ans autour de ces sujets-là, et notamment le développement et l'accompagnement, le conseil autour du développement Microsoft collaboratif, on va dire, donc particulièrement autour de Teams, etc. C'est ça. Skype au début, Teams maintenant. Donc, c'est pas uniquement du chat, puisqu'il y a effectivement tout l'aspect vidéo, audio, applicatif. On va le voir aussi, mais on l'a déjà vu. Teams, c'est énorme. Donc, je me doute que vous vous ennuyez pas non plus dans votre entreprise sur ça. Non. Et puis, il y a de plus en plus de monde qui est intéressé, forcément. Ouais. Comme je le dis de temps en temps, c'est peut-être le premier store que Microsoft réussit à faire où il y a quand même pas mal d'utilisateurs et il commence à y avoir du monde. Ouais. Oui, et puis le remote, le télétravail, fait effectivement que maintenant, ça aide forcément. Ça aide énormément et beaucoup d'entreprises utilisent Teams. C'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages aussi à l'utilisation de ce genre d'outils, de pouvoir communiquer et de collaborer plus facilement, quoi. Tout est intégré, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Mais voilà, je ne sais pas si mes 2 comparses ont d'autres choses à dire avant de te donner la main. Sinon, on te on te donne le flambeau et on te laisse parler. Je vais peut-être mettre ta présentation puisque je vois qu'il y a quelque chose qui est en attente. Oui. Voilà. Eh ben en effet, donc en fait, c'est une discussion qu'on avait eue suite au dernier podcast, notamment avec Christophe, qui est un peu comme moi à la casquette d'éditeur de logiciels. Et en fait, il y a énormément il commence à y en avoir de plus en plus, d'éditeurs de logiciels qui se posent la question de passer dans Teams. Et l'idée de cette discussion est de vous montrer quelques petits tips et aussi d'avoir les points clés dans la réflexion, de dire, OK, j'ai mon app dans Teams, j'ai mon app qui est aujourd'hui ce qu'elle est, et je voudrais apporter la touche Teams pour la rendre peut-être pour plein de raisons en fait, mais c'est une vraie réflexion à avoir.
Donc en fait, donc on en parlait, le dernier épisode, c'était celui-là, donc en effet c'était 78 exact, et où on avait parlé plus de la plateforme en général et de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur Teams. Et j'ai mis d'ailleurs le petit slide que j'avais mis à l'époque dessus. Je l'ai remis volontairement pour la simple et bonne raison que le fait d'aller sur Teams, c'est avant tout le premier point pour moi qui est primordial, c'est de savoir ce que la plateforme est capable de faire. Parce que, ok, c'est une application collaborative. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement des apps dans Teams, on sait que c'est pour la plupart du temps des interactions web, soit par l'intégration d'un site web dans un composant prédéfini de Teams qui est en fait Uniframe, ou avec des interactions plutôt en mode web service, par exemple les bots, par exemple les messages extension, etc., où en fait c'est Teams qui va appeler notre back-end en mode REST, ou avec des appels HTTP, pour récupérer un certain nombre d'informations, soit déjà prédéfinies, préformatées. Par exemple, les adaptive cards, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les adaptive cards, en fait, c'est un format d'affichage d'informations basé sur un fichier JSON où on va dire je veux une photo, je veux un texte là, etc. Et donc, en fait, c'est toutes ces interactions-là qu'on va utiliser. Mais c'est hyper important de savoir ce que la plateforme est capable de faire pour qu'on puisse transposer les fonctionnalités qu'on a dans notre application dans Teams et ne pas avoir une expérience qui est franchement pas terrible. Je vous montrerai quelques exemples. Alors, c'est pas forcément pas terrible, mais c'est pas optimisé et ça donne pas forcément envie de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un outil qu'on utilise. Alors, je pense que vous êtes ici dans la plupart utilisateurs de Teams, alors à plus ou moins grande échelle, soit pour le travail, soit pour dialoguer avec d'autres personnes. Mais c'est quand même un outil où on passe quand même la plupart de notre temps dans une journée. Enfin, je prends mon cas, je passe énormément de temps dans Teams parce que tout est dans Teams au final. Mmh. Et le but d'aller dans Teams, pour moi, alors c'est un avis complètement personnel, mais c'est d'abord et avant tout d'aider les utilisateurs à être plus productifs, dans le sens où ils n'ont pas besoin de switcher d'une app à l'autre, etc., et d'aller chercher des liens, etc. Tout est regroupé dans la même solution. Vas-y, Christophe. Ouais, c'est ça. J'ai une question. On ne cherche plus, quoi. Ouais. Imaginons qu'une entreprise qui ne travaille pas d'habitude avec Microsoft désire arriver dans Teams. Donc, elle a tout son système, elle a déjà son application qui est peut-être sur le web et tout, mais elle veut, je voudrais arriver à Teams. Ça va lui coûter quelque chose? Elle va devoir prendre un compte Microsoft spécifique, un autre 360 pour accéder à la partie dev. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, c'est une excellente question. En fait, je peux prendre le parallèle et donner l'exemple. Je le disais en off. J'ai travaillé avec une boîte qui fait une solution de formation, un catalogue de formation pour les entreprises. Donc, ils ont des solutions. En fait, ils créent une app et ils agrègent du contenu et ils sont tout sauf Microsoft. Donc, en fait, ils partent de rien. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas l'environnement, ils savent pas. Et donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps pour eux, c'est aussi commencer à connaître la plateforme Teams. Donc, pour ça, on en a parlé la dernière fois. Mais on a possibilité de créer des comptes de dev. Donc, il y a un programme qui s'appelle le Microsoft 365 Developer Programme, où en fait, ils vont avoir accès à un tenant. Donc, le tenant, c'est en fait l'environnement spécifique d'une entreprise sur Microsoft 365 avec tous les services, et ça de façon gratuite, où ils ont 25 licences E5, donc qui est quand même le plus haut niveau de licence, et ils peuvent tester. Donc déjà ça c'est gratuit, parce qu'en fait ils ont accès à un environnement Microsoft 365 gratuitement pour pouvoir développer et tester leur application. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que s'ils veulent aller plus loin dans la publication, c'est-à-dire d'avoir une vraie solution qu'on va pousser sur le store Teams, parce que c'est pas obligatoire. On peut très bien créer une application Teams qui est en fait un package et qu'on va donner au client et qui lui va uploader dans son environnement. Il y a plusieurs aspects. Il y a cet aspect privé où en fait on va avoir un fichier zip qui contient les spécifications de l'application et on va fournir ça. Bon, ça peut parfois être nécessaire d'avoir ce mode-là. Et si on veut aller jusqu'à la publication, c'est-à-dire comme sur iOS ou Android et publier notre app sur le store Teams, là, il faut en plus créer un compte partenaire
qui est gratuit, où on va renseigner un certain nombre d'informations et qui va aussi être utilisé pour tout le processus de validation et de publication. Et le compte fiscal. Aussi, et ça c'est un autre point qui est une fonctionnalité supplémentaire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, parce qu'on peut depuis peu aussi se faire payer directement depuis le store Teams des licences, des applications, etc. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué qu'à l'époque, les comptes fiscaux? Je parle à l'époque des C'est soldes. compliqué à la déclaration, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, en fait, ça coûte rien. Et il faut savoir que ça, c'est un point. Tu parles d'avant. Et alors sur Windows Phone, Christophe, tu pourras peut-être le dire. Je me souviens plus la commission qui était prise sur les apps à l'époque. C'était de 20 à 25, mais je ne sais plus exactement. Ouais. Bon, sur Teams, c'est 3%. C'est que dalle. Ouais. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est un point. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Il y a aussi le fait que, on l'a dit avec le store, c'est quand même au dernier chiffre que j'ai retrouvé, parce que ça change assez régulièrement, et celui-là, je pense qu'il date de l'été dernier, c'est à peu près 250 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui commence à faire pas mal de monde quand même tous les mois. Oui, et on se retrouve, comme on parle d'aspect du de store et d'achat, c'est 250 millions d'utilisateurs qui sont globalement dans le monde entreprise, quoi. Ouais, c'est pro, je l'ai enlevé, mais j'avais mis une audience pro. C'est vraiment. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas un intérêt aussi, évidemment. Oui, aujourd'hui, juste pour faire le parallèle rapidement sur le monde personnel, si vous êtes utilisateur de Windows 11, vous avez vu qu'il y a une version Teams perso, et en fait, on n'a pas encore cet aspect apps pour le moment sur la partie perso. Donc là, c'est vraiment à destination du pro. Tu as dit on n'a pas encore. Je souligne le pas encore. En fait, j'espère moi personnellement que ça arrive, parce que ça serait intéressant. Mais aujourd'hui, comme c'est Teams, ça serait, j'ai pas l'info, mais c'est une espérance personnelle, on va dire. Ça serait pourquoi pas intéressant dans certains cas de pouvoir intégrer des apps personnelles aussi, enfin des apps custom dans le Teams personnel. Dernière question sur le store. Quand on achète une apps dans Teams, ce que je n'ai jamais fait, on l'a partout sur tous nos comptes, comme les applications Windows qu'on achète du store. Bien sûr, je pense que oui. Mais... Qu'est-ce que tu entends par c'est-à-dire que si c'est pas oui, je comprends pas. Mais donc je veux une confirmation. J'achète une apps dans Teams, je vais la retrouver sur tous mes comptes, tous mes PC, autant de fois. Bien sûr. Si j'ai 50 devices, j'aurai 50 applications. Absolument, tu auras 50 fois, enfin tu auras ton compte Teams partout, et c'est justement le quatrième point, c'est que c'est aussi un intérêt d'avoir l'aspect multiplateforme, c'est que tu vas déployer ton app et elle va être disponible sur toutes les plateformes. Alors quand c'est du web, vous allez me dire c'est un peu bête, mais c'est pareil. Mais peut-être que des fois il y a des petites spécificités par rapport à l'environnement. Bon, là on est multiplateforme par défaut, donc ça c'est aussi un point. Quel type d'application en niveau langage n'est pas compatible avec Teams? Nous, on va parler de C#, bien évidemment, d'ASP.NET, bien évidemment, mais imaginons quel type de... non, votre application, elle est faite comme ça, non, c'est même pas la peine d'y penser. À partir du moment où elle est web, ça marche. Oui, mais quelqu'un qui fait ça il faut qu'elle soit web. Ça ne marchera pas, quoi. Il faut qu'elle soit web, non? Si elle n'est pas web, ça ne marchera pas, en gros. Oui, si tu as une application desktop, c'est pas possible de l'intégrer directement dans Teams. Donc, il faut que minimum ASP.NET. Après, tous les langages web peuvent être utilisés. Pardon. PHP. Même de l'Angular. Même de l'Angular. Et d'ailleurs, je vous montrerai la solution qu'on a créée pour Teams, là, qui s'appelle Waldo, qui permet de gérer les bureaux d'une entreprise. Et nous, le front, tout est en Angular. Alors après, sur le langage, en effet, tout est compatible. Si vous voulez aller vite et créer une solution rapidement qui peut avoir un look assez intéressant, le mieux quand même, c'est de le faire en React. Pourquoi? Parce que en fait, tous les environnements Office, que ce soit Exchange, donc le client Outlook Web, le client Teams, etc., sont faits en React. Et en fait, il y a énormément de composants graphiques et de composants qui sont déjà disponibles en open source et qui peuvent être réutilisés.
Donc en fait, on peut rapidement avoir une expérience sympa en réutilisant du code déjà existant. Oui, et d'ailleurs, toutes les bibliothèques pour avoir ne serait-ce que des boutons de type Teams, enfin tous les composants de type Teams, Office, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Fluent UI. C'est Fluent UI, c'est en React. Alors ça peut être utilisé en Angular, mais c'est un petit peu compliqué. On peut utiliser que la partie CSS, pas la partie Angular. C'est ça. Et puis même moi, je pense à la partie Fluid Framework, donc qui permet de faire du temps réel, qui là aussi avec Angular c'est un peu la galère, et c'est vraiment orienté vers React, quoi. Bah oui, parce que forcément Fluent Framework est utilisé dans l'environnement Office et tout est en React, donc forcément Loop, je suppose que ce sera la même chose. Oui, quand je disais Fluid Framework, c'est Loop. Ouais, donc voilà. Donc Loop, c'est le nouvel outil qui va arriver, qui a été annoncé, je me souviens plus à quel événement, mais qui permet de faire de la collaboration temps réel, mais vraiment très très optimisé et qui marche super bien. Et un point aussi qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir récupérer, je vais dire en quasiment alors c'est pas assez facilement l'environnement Microsoft et d'utiliser les données qui sont exposées par Microsoft 365. Ce qui est assez marrant ou inquiétant, c'est peut-être les deux, c'est qu'il y a énormément de clients qui ne se rendent pas compte de toutes les informations qu'on peut avoir dans un environnement Microsoft 365. Tu parles de Graph ? Notamment, en fait, toutes les données qui sont exposées par Graph, il y a énormément de clients qui ne se rendent pas compte qu'une application tierce qui est connectée au Graph peut accéder à ces informations-là. Ça veut dire que si notre application l'intègre dans Teams, on doit rajouter des nouvelles conditions générales d'utilisation à notre application obligatoirement. On peut, ouais. On doit. Ouais. Alors là, après, je t'avoue, ça c'est un aspect. Je ne suis pas l'expert, mais c'est possible. Ouais. Mais après, en effet, je vais te donner un exemple. Sur l'application que nous, on a développée, quand on installe l'app la première fois, en fait, il y a une authentification qui se fait de façon silencieuse et on va pouvoir récupérer un jeton d'authentification qui est aussi compatible avec Graph. Et donc, on va pouvoir requêter le Graph pour récupérer des informations. Et notre application, elle permet d'optimiser le travail au bureau. Alors, quand on y va, justement, et de dire, par exemple, je veux savoir que mon collègue, par exemple, Denis, est au bureau demain et j'ai besoin de travailler avec lui, donc ce serait peut-être intéressant que j'aille au bureau avec lui demain. Et nous, on souhaite savoir quels sont les collaborateurs proches, quels sont mes collègues proches, sans demander à l'utilisateur de dire, liste-moi tous les collaborateurs que tu as ou tous les collègues que tu as. Et en fait, on requête le graphe pour soit avoir l'aspect managérial, de dire, moi, je suis manager et j'ai une équipe avec un certain nombre de personnes, on le récupère automatiquement dans le graphe. Ou je veux savoir quels sont les collègues avec lesquels je collabore le plus souvent. Et en fait, on utilise Teams et on requête le nombre, les dernières discussions. Et on fait en fait un algorithme qui dit tu discutes très souvent avec ces collaborateurs-là, donc on considère que c'est des collaborateurs. Et en fait, l'utilisateur, il n'a rien demandé. Il n'a même pas à avoir saisi un nom, un prénom, etc. Tu viens de me définir Facebook, automatiquement. Ouais, ça pourrait être considéré comme Facebook. Mais là, le but, c'est pas d'aller aussi loin, mais c'est juste de pouvoir dire à l'utilisateur, on récupère des infos sans avoir à rentrer automatiquement et d'avoir une configuration énorme pendant 10 minutes. Avec un jeton de sécurité, tu permets d'accéder, en gros, facilement, si je comprends, à toutes les informations qui te concernent. Tu ne vas pas chercher des informations sur quelqu'un d'autre, mais ton application peut avoir accès à toutes tes propres informations et donc en déduire d'autres sources, on va dire, ou d'autres informations complémentaires. Oui, ou aller plus loin. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant dans Teams aujourd'hui, c'est qu'ils sont allés jusqu'à, parce que ce n'était pas le cas au début, ils sont allés jusqu'à intégrer un mécanisme d'authentification silencieuse. Donc, je me connecte une fois sur Teams, et une fois que je suis connecté, je peux récupérer, grâce à mon identité Teams, un certain nombre d'informations qui est exposé par mon entreprise, qui est sur Microsoft 365. Alors attention, il y a quand même un processus de déclaration d'application dans Azure AD qui dit cette application-là elle a le droit de lire ça. C'est pas parce que tu es connecté à Teams que c'est open bar et que tu peux lire tout ce que tu veux. Oui, c'est dès qu'on se connecte, on a justement cette information-là. Est-ce que vous acceptez ça quoi. Est-ce qu'on peut refuser ponctuellement quelque chose ou pas ?
Tu peux pas de façon Sélective. spécifique, ouais, tu peux pas sélectionner, mais Sur tu as quand même Free ce processus de consentement. Alors ça Ouais, peut c'est ça. faire peur. Il y a énormément de clients qui comprennent pas ce que c'est, mais tu as ce consentement quand même qui dit j'autorise l'application Toto. Donc ça c'est comme c'est un mécanisme d'authentification qui est partout sur le web, hein, où je dis j'autorise mon compte Intel à lire ça. D'accord. Donc c'est exactement pareil. Mais il y a quand même des fonctionnalités dans Teams qui permettent de dire cette application-là, quand elle vient de Teams, on bypass le consentement et c'est fait automatiquement. Et en fait, c'est hyper fluide. C'est aussi l'intérêt d'aller dans Teams. Donc en fait, le processus pour pouvoir prendre son application, aller dans Teams, pour moi, elle est en 3 étapes. La première, c'est faire l'état de l'application, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités que je vais vouloir prendre de mon application et l'afficher dans Teams, parce que ça pourrait être je prends tout ou je prends qu'une partie, ou comme Christophe le disait en off, c'est de dire est-ce que je dois prendre des fonctionnalités que je dois extraire de mon application principale et créer une application spécifique pour Teams. Ça dépendra en fait de jusqu'où on veut aller dans Teams et jusqu'où on veut modifier notre application native. En fait, c'est ça, c'est aussi ça. Et ça peut être aussi la façon dont je m'authentifie. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Il y a vraiment aussi l'expérience utilisateur, l'UI, etc. Est-ce que je veux utiliser Fluent Framework ou Fluent UI pour Fluent UI pour mettre des composants spécifiques et coller à l'UI de Teams, ou est-ce que je veux avoir ma propre identité? Bon, après, on fait un peu ce qu'on veut, mais tout ça, ça fait partie des réflexions. Et il y a notamment, je peux vous montrer la partie Microsoft. Alors, je vais reprendre En fait, tu tout ce que Microsoft. T'es pas obligé d'avoir le visuel, on va dire, de Office ou de Teams pour pouvoir mettre ton application dedans, quoi. Pas du tout. Comme ça, il y a une intégration plus complète pour l'utilisateur, mais techniquement, c'est pas une obligation. C'est ça, absolument. Et en fait, je peux vous montrer, par exemple, ici, ce fameux bug, je ne sais pas si vous avez sur Windows 11, c'est super, où il faut cliquer 50 fois pour... Mais par exemple, ici, j'ai installé 2 apps dans mon environnement Teams. Insupportable. Non, mais je sais pas, sur Windows 11, des fois, vous cliquez et l'icône, c'est le truc insupportable qui ne corrige pas. Ouais, c'est ça, c'est hyper chiant, mais bon, on fait avec. Par exemple, ici, Draw.io, vous connaissez peut-être. Bon, ça fait peur quand on voit ça. Bon, en gros, là, je pense qu'ils ont juste pris leur app et ils l'ont mis dans Teams. Draw.io, c'est la solution qui permet de faire des schémas en ligne. Bon, là, ils expliquent que c'est un peu... Vous voyez que l'intégration, bon, là, ils se sont même pas embêtés sur les polices, quoi. Enfin, je crois... Je crois qu'il n'y a aucun style, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, par exemple, ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas voulu faire dans notre app. Il existe beaucoup d'applications dans Teams qui sont sur le store où en fait vous l'installez et vous pouvez rien faire parce qu'il faut aller créer des comptes sur des portails à gauche, à droite, où il faut des licences, etc., etc. Et en fait déjà ça casse toute l'expérience. Donc ça fait partie aussi de l'expérience, de la réflexion qu'on doit avoir, c'est de dire quand j'installe mon app, quand l'utilisateur l'utilise la première fois, jusqu'où on lui permet d'utiliser l'application. Ouais. Et grâce aux nouvelles fonctionnalités de Teams, par exemple, maintenant, on a des mécanismes de in-app purchase comme sur le mobile. Donc, depuis mon application Teams web, je peux utiliser le SDK JavaScript pour dire cette fonctionnalité-là, elle est réservée à un niveau de licence ou un tel, où il faut payer une licence, et je peux déclencher l'expérience d'achat directement depuis mon application Teams pour qu'il achète une licence dans Teams. Attends, on répète. Tu as ton application dans Teams et aussi ton application peut-être native. Et dans ton application native, tu peux utiliser le SDK de l'in-app purchase de Teams pour déclencher une expérience dans ton application native. Il faut qu'elle soit exécutée dans Teams. Oui. Tu vois. Mais donc, par exemple, je vais vous montrer le mécanisme d'achat, par exemple. Donc ça, c'est notre application Waldo. Et en fait, si je vais dans le store Teams, donc là, je l'ai ici. Si j'ai la recherche, Waldo, hop. Et en fait, j'ai un petit bouton ici en plus, parce que nous, on a déclaré qu'on voulait pouvoir payer. Et en fait, on a une expérience intégrée dans Teams. Je sors pas de Teams et je peux acheter directement ici mes licences en fonction de ce que nous, on a décrit. Mais ça, cet écran-là de choix de licence, c'est un écran que toi, tu as développé ou c'est des configs que tu donnes des configs à Teams pour dire voilà comment il faut l'acheter et c'est des écrans de Teams? C'est ça.
dans le partner, donc ça c'est dans le partner center, donc tout l'aspect commercial est géré dans le partner center, et je vais dire voici mon plan avec telle fonctionnalité, ça coûte autant par mois, il y a les conversions euro, dollar, machin, et on pousse des offres en fait dans le partner center, et dans le manifeste Teams, je pourrais vous le montrer, on a juste un petit champ à dire voilà l'ID de l'offre qui correspond à mon app, et il fait le matching tout seul, et l'expérience est faite complètement. Et le client, dans ce cas-ci, paye à Microsoft qui te rétribue après tous les mois ou C'est bien ça, moins 3%. Voilà, moins 3%, c'est ça. Mais donc, toi, en gros, tu n'as pas de contact direct avec le client. Non. Et ce qui peut être un avantage et un inconvénient, mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est que, et il y a des clients pour qui ils aiment ça, c'est qu'en fait, c'est payé sur leur facture Microsoft. Et donc, quand tu as des compagnies qui sont énormes, alors je parle en tant qu'éditeur, et quand tu es un petit éditeur et que tu travailles avec des grands groupes, ils vont dire « Ah, mais il faut faire du référencement, il faut faire du truc », ou du service public, ils vont dire « Ah, mais vous n'êtes pas référencé, etc. » Là, ils disent « Ah, bah c'est sur ma facture Microsoft, bah c'est nickel, je paye. » En fait, tu n'as pas de référencement et ça passe beaucoup plus facilement. Et je suppose que si jamais le client ne paye pas, automatiquement, c'est Microsoft qui va couper le service à ce moment. Oui. En fait, il y a tout c'est l'aspect plus technique, il y a toute une intégration à faire quand même côté applicatif. Donc, c'est un truc à penser aussi quand on va aller dans Teams. C'est que si on veut aller jusque-là, en fait, Microsoft met à disposition une documentation technique avec des webbooks. En fait, ça marche avec des webbooks où on dit on s'abonne à tel événement. Et quand l'utilisateur clique sur achat, nous, on reçoit une notification qui dit tel tenant a acheté autant de licences. Et on peut configurer l'app en fonction de et c'est comme ça qu'on fait le lien entre l'environnement de paiement en Microsoft et ton application. Ouais, sympa. Donc ça, c'est quand même, et ça fait partie des réflexions à avoir. Et l'aspect in-app purchase, c'est que cette expérience d'achat, je peux le déclencher depuis mon app, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il fallait ruser un peu pour pouvoir le faire, etc. Maintenant, on peut le faire directement, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc pour revenir sur les choses un petit peu plus techniques, si on reprend la partie développement, donc en fait ici par exemple j'ai créé donc on en parlait tout à l'heure, mais le portail dev.teams.microsoft.com qui est en fait l'outil principal qu'on peut utiliser pour développer des applications. Et ici j'ai créé une app DevApps pour tester. L'avantage de faire ça, c'est qu'il va nous créer automatiquement le schéma par défaut. Parce qu'en fait, s'il faut créer le schéma par défaut, c'est un peu... ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. C'est un JSON assez... c'est ça. Qui est assez costaud. Ouais. Tu m'avais dit que pour les tests, juste auparavant ou après ça, il fallait aller dans la partie admin pour pouvoir télécharger les apps Teams, tu sais, en mode test, qu'il fallait activer au niveau de la partie admin. Je vais vous montrer ça. Alors en fait, voilà, le manifeste, il ressemble à ça. Par exemple, le plus simple, j'en ai créé un ici, c'est le premier. Voilà, donc en gros, ça ressemble à ça. Là, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Il n'y a que les statiques tabs. Donc en fait, c'est une app personnelle. Une app personnelle, c'est une app qui peut être lancée depuis le menu à gauche de Teams et qui va prendre en fait quasiment toute l'interface. Après, on peut avoir ce qu'ils vont appeler ici, par exemple, si j'ajoute on va avoir les configurable tabs. En fait, c'est des tabs qui sont à destination des Teams. Donc, en fait, on va pouvoir utiliser le contexte d'exécution de Teams et du team en particulier pour adapter l'expérience. Donc en fait, ça c'est aussi une façon de dire, j'ai une vue dans mon application. Je vais prendre par exemple le parallèle de l'application de Christophe sur des plannings. J'ai une équipe qui est composée de 5 personnes et je sais pas, cette équipe, elle utilise Teams et ils ont une équipe particulière et je vais pouvoir afficher le planning de cette équipe-là. En fait, je pourrais avoir dans mon équipe Teams un tab qui est déjà préconfiguré rien que par le fait qu'il soit exécuté dans l'environnement Teams de cette équipe-là. D'accord ? Ouais. Donc en fait, ici, j'ai créé mon manifeste. Je l'ai mis au format zip. Donc en fait, le zip, il contient les 3 fichiers qui sont ici. Et en fait, je peux directement dans Teams, si je vais dans mon application, dans mon store ici, j'ai Manager Apps. Donc ça, l'UI du store, elle a un peu changé par rapport à la dernière fois. Et elle est notamment beaucoup plus optimisée pour la recherche, etc. En fait, on a des sections, des groupes, etc. C'est beaucoup plus clair qu'avant. Et la partie Manager App ici,
elle a des fonctionnalités supplémentaires que moi j'ai activées, qui sont en fait des fonctionnalités pour les développeurs, pour pouvoir ce qu'on appelle sideloader les apps. Donc en gros, je peux prendre un package et le tester directement dans mon environnement sans avoir à passer par un processus de validation, etc. etc. Et ça, c'est Donc, ça que tu dois activer, que disait Christophe, c'est ça que tu dois activer dans c'est ça. la partie admin, c'est ça. Ouais, il y a une part dans la partie admin, par défaut, c'est désactivé. La partie Donc, admin, c'est quoi? C'est dans portal.office.com? C'est ouais, il y a le lien directement ici, ou après le lien c'est admin.teams. Ah, admin.teams, ok. .microsoft.com. Ok. C'est les 2 étapes qu'il faut faire. Et cette partie-là, ils disent qu'il faut à peu près un jour, mais il faut 2 heures en vrai. Pour que Ouais, ça ça soit... dépend. C'est parce que donc c'est cette URL là. Ça dépend si le mec il dort, s'il fait nuit à Seattle ou pas. Bah, c'est lié au fonctionnement de la publication des policies en fait. Donc dans Teams App, je vais zoomer un peu. Ici Teams Apps. Ouais, je m'excuse, mais moi, j'ai jamais touché à ça. Et là, je vous ai complètement perdu là, dans le processus, parce que j'ai l'impression que vous avez complètement sauté des étapes. Quand j'arrive sur le portail de dev.teams.microsoft.com, Celui-là. voilà, là ici, toi, tu as créé cette application, donc tu crées une nouvelle app, et c'est là où tu détermines. Et il te fait quoi? Il te génère justement Bon, en gros, c'est la vue, c'est la même vue que ça. Mais en format graphique, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le JSON, mais en format graphique. C'est Ouais, en gros, c'est ce qu'on avait avant C'est ça. dans Windows Phone, le manifeste. Quand on fait faire des publications, c'est un peu la même chose. C'est le manifeste qui te dit où se trouve l'icône, ou quel est le nom de C'est ton ça. app. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, c'est ce manifeste. Sur le site, il te génère uniquement ce manifeste. Ouais, en fait, ici, si je vais sur Publish Store, en fait, à la fin, tu vois, je peux télécharger le Download App Package. Et en gros, ça me télécharge le fichier zip avec le fichier JSON et les 2 icônes, les 2 fichiers icônes qui sont spécifiés ici dans Branding, en fait. D'accord, donc tu télécharges le zip et c'est à partir de là où tu peux l'extraire et faire des modifications. Et après, pour le publier, tu rezippes le tout et tu le renvoies. Alors, il y a plein de façons de le faire. On peut le faire directement ça. Après, tu peux le faire ici aussi. Et en fait, ici, par exemple, publish to org, tu peux publier directement le package dans ton organisation. Donc, par exemple, ici, c'est le nom de mon organisation. Ouais. Mais ça peut être... donc, en fait, ça, tu vas retrouver ton application dans un espèce de store d'entreprise. En gros, l'application ne sera disponible que pour toi, que pour tes utilisateurs. À la limite, moi, si je veux tester mon application, entre guillemets, je peux faire ça comme ça, quoi. Bah, tu peux le faire comme ça, mais le problème, c'est que le fait de le faire comme ça, c'est que tu passes quand même par un système de publication qui est interne à ton organisation. Donc, en fait, si tu n'es pas admin, par exemple, l'administrateur va recevoir une notification sur son portail d'admin. Il va dire, ah, il y a une nouvelle application qui a été uploadée par Richard. Est-ce que tu la valides ou pas? Et ça, c'est quand même propre à l'entreprise. Et après, il y a la partie store qui est là, le store public. Donc, en fait, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est quand je vais dans mon store, dans mon vrai store Teams. D'accord. Et c'est là où tu risques d'avoir les 2 jours d'attente de validation de ton package. Non, mais tu fais bien de le préciser. La partie, ça peut, en fonction du nombre de fonctionnalités dans ton application, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, etc. 3 semaines. C'est une vraie. Ah oui, ça peut prendre du temps parce que honnêtement, c'est quand même assez qualitatif dans le sens où ils vont tester l'app, ils vont l'installer, ils vont tester tous les processus, etc. Il y a une vraie étape de validation qui est faite par des équipes MS pour valider l'app qu'elle fonctionne exactement comme elle doit dans Teams. Tu es sûr qu'on parle de qualitatif quand on voit Draw.io? Ouais, alors ça c'est un point, tu as raison de le souligner, parce que je pense que comme il y a de plus en plus de monde, ils deviennent aussi de plus en plus exigeants. Et il y a énormément d'applications qui sont sur le store, qui sont là depuis le début, et en fait c'est ni plus ni moins que des raccourcis web. Et je pense qu'ils devraient revalider aujourd'hui, ça ne fonctionnerait plus de la même façon. 3 semaines, t'exagères en disant ça, c'est pas possible. C'est pire que Windows Phone. C'est parce qu'il y a des allers-retours qui sont faits, ils disent ça faut le modifier. Nous, c'est à peu près ce temps-là que ça a mis. C'est à peu près 3 semaines. C'est la partie la plus casse-couille, hein, sincèrement. Oui, c'est assez pénible. Mais au moins, on est sûr que l'application, quand elle est poussée sur le store, ça marche. Et donc, pour revenir sur la question de Richard, le fait d'activer cette fonctionnalité dans Teams sur le portail, etc., en fait, ça, c'est vraiment une fonctionnalité très spécifique
pour les développeurs pour pouvoir tester l'app en bypassant tous les processus de validation. En gros, tu dis juste, voici mon package, je veux le tester dans mon environnement à moi. Et je suis le seul à tester. Donc, en fait, si je vais dans Manager Apps ici et que je fais Upload de Custom App, c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Rien que l'application Teams que j'ai, hop, donc c'est celle que j'ai créée ici, par exemple, moi je vais prendre celle-là. Et ici, je vais l'ajouter. Elle va être présente dans mon client Teams. Sauf que si je vais dans le store, je ne vais pas la voir en fait. Si je retourne dans le store ici et que je mets DevApps, je ne la verrai pas. Parce qu'en fait, elle a été chargée dans mon contexte utilisateur à moi. Si je veux qu'elle soit disponible auprès de mes utilisateurs, alors soit je le fais depuis ici et en fait, je peux faire ajouter une app dans mon catalogue d'organisation. Et en fait, là, elle va être disponible pour tout le monde au sein de mon entreprise. Et je vais la retrouver ici. Vous avez un petit lien aussi ici, Build for your organization. Donc, en gros, c'est un store d'entreprise. Donc, si j'ai bien compris, on va forcément passer sur dev.teams.microsoft.com pour déclarer notre app, créer on va dire le package d'assets et compagnie, enfin le JSON. Mais on doit aussi passer sur notre compte admin. Je sais plus quoi. Admin.teams.microsoft.com. Ça nous sert quand même pour déployer en local. Oui, pour valider, parce que par défaut, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est désactivé par défaut. N'importe qui peut pas le faire. On peut mettre une policy particulière. Il n'y a que ces deux choses-là à faire, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ça permet à un utilisateur de la tester, à un développeur notamment de la tester directement dans son processus. Donc là, j'ai testé. Ici, j'ai une application que j'ai créée qui est une application toute bête ASP.NET. Je l'ai configurée justement sur ce processus-là. Hop. Et donc, en fait, quand je vais là-dessus, ici, hop, je retrouve directement mon application. Et en fait, j'ai ni plus ni moins que fait le lancement de l'app dans Teams. Et tu j'ai peux pas nous pris en lancer compte. Dans Visual Studio Code, juste comme ça, qu'est-ce qu'elle donne out Teams? Bien sûr. Elle fait la même chose, je suppose, non? Elle fait la même chose. Oui, mais Elle fait exactement la même chose. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Voilà. Ah oui, elle fait la même chose. D'accord. Alors, en fait, elle fait la même chose, mais là, je vois bien qu'il y a des tabs. Et par défaut, c'est que j'ai jamais lancé d'app ASP, moi. Ouais, elle fait ça. Et en fait, ici, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, j'ai de la navigation ici, j'ai de la navigation ici. Je peux pas. Il faudrait s'intégrer dans celle de Teams, quoi. C'est ça. Oui, parce que je lance un template Blazor, j'ai mon menu à gauche qui est du coup plus du tout cohérent, quoi. Et du coup, il faudrait que je sache si mon app elle tourne dans Teams ou si elle ne tourne pas dans Teams. Au moins, du coup, ça me permettrait de jongler si je veux conserver une app avec un seul gros bloc de UI, quoi. C'est ça. Et par exemple, ça fait partie des préconisations d'MS, ça. En fait, il y a tout sur la doc Teams, il y a toutes des guidelines de design qui disent il faut éviter d'avoir un grand nombre de navigations vers le bas pour pas avoir la navigation de gauche avec mes apps. Et par exemple, si je suis dans une Teams, je vais rajouter, etc. Je peux vous montrer un exemple. C'est alors, hop. Et donc, pour faire ça dans ton application SPNet que tu as développée, tu ajoutes un package NuGet, un SDK, je suppose, de Teams, et tu as une propriété quelque part qui va dire « Ah, vous êtes dans Teams, vous ne l'êtes pas alors ». Ici, j'ai mon layout. Ouais. Je vais faire ça. Donc, en fait, ici, ce que je fais, c'est que je rajoute le SDK JavaScript Teams, qui est exposé en CDN. C'est pas un NuGet C#, c'est un JavaScript. Non, c'est du JavaScript, ouais. C'est du JavaScript. Parce qu'en fait, on est côté client. Donc, pour être honnête avec vous, je voulais le faire en Blazor pour vous faire plaisir. Oui. Mais comme j'en ai jamais fait, je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire de l'interop JavaScript et tout, il fallait faire plein de trucs. Et j'ai dit, ouais, j'aurais pas le temps de le faire, donc je vais faire plus simple. C'est ça la décision. Je vais faire plus simple. Et donc, en fait, ici, je charge mon application. Si tu es en NPM, il y a un package NPM qui existe et tu le fais simplement. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé j'ai une librairie ici, hop. Et en fait, cette librairie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise l'objet
globale qui est exposée par le SDK Teams. Et il y a une fonction initialize qui est la fonction par défaut à appeler tout le temps. Ok. Et en fait, cette fonction-là, le callback, il est appelé que quand on est dans Teams. Si on n'est pas dans Teams, ça marche pas. Donc en fait, rien que le fait que ça s'exécute, on sait qu'on est dans Teams. D'accord. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit, en fait, mon ID header, tu le caches quand tu es dans Teams. Donc au niveau des heures, il suffit de refaire une interop, une .NET machin qui renvoie dans le code, dans une partie de notre code C# l'information, tu tournes. Ouais, donc c'est très facile. Ok, très bien. Et donc en fait ici, on n'a pas fourni de paquet pour ça. Je parle de Blazor, mais même si on fait des applications dans d'autres types de services, pour savoir, pour faire cette communication. On est obligé de faire, en gros, que des appels JavaScript. Oui, comme en fait tout est web, en fait, le dénominateur commun pour n'importe quel langage, ça reste quand même le JavaScript en web. Ils fournissent ce package-là. Et donc en fait ici, normalement, si je reprends mon app que j'ai partagé tout à l'heure, c'est vraiment chiant. Normalement, si je fais ça, boum, là, comme je sais que elle s'est réexécutée, il y a le petit bout de JavaScript qui s'est exécuté, il y a caché le header ici, et je me retrouve en fait sans navigation. Mais le but de tout ça, ça serait en fait de rajouter la navigation ici en haut, parce que les utilisateurs sont habitués à cliquer sur les onglets en haut ici. On n'est pas limité quand même à ce nombre de tabs, ce nombre d'onglets tout en haut. Alors il y a peut-être une limite, j'y suis jamais allé, mais normalement non. Après, quand on a j'ai au moins une dizaine d'onglets, tu vois. J'en ai au moins une dizaine, 10 pages au moins. Ouais, mais est-ce que tu as besoin d'afficher tout ça dans Teams? Par exemple, des settings ou ce genre de choses, est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Tu as besoin quand même de se dire, tiens, je vais parler en telle langue, je vais utiliser tel jour férié. Il y a des settings obligatoirement. Donc ça, il faut que je les foute en haut à droite, quoi. Tu peux en mettre... ici, il n'y a pas possibilité de spécifier le seul raccourci, c'est en fait un raccourci global. Donc ça pourrait être le cas, hein. Mais voilà, il y a une autre astuce aussi, ça c'est intéressant que je vous le montre, c'est que ici, moi, mon client Teams, parce que ça, en tant que développeur, on peut ici, quand je clique sur l'ellipse ici, en fait, dans About, donc en français, j'ai un mode développeur preview. Ouais. Et en fait, ça permet déjà d'avoir des fonctionnalités en avance sur le client Teams. Donc en fait, on est dans un environnement un peu spécifique, qui est un peu un environnement voilà, insider. Et en fait, ça permet d'activer aussi des fonctionnalités lorsque je suis sur mon site, sur mon tab ici. Alors là, je suis sur un second écran, mais si je vais sur mon écran principal et je vais dans le 6 trait, j'ai l'icône Teams. Et quand je fais un clic droit, je peux faire Open DevTools. Et en fait, ça ouvre les DevTools de Chrome. Et donc j'ai en fait, ici on le voit dans iframe container, en fait j'ai les logs de mon application. Et notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, je log le get context, et en fait si j'affiche les infos ici, hop, en fait le get context il me remonte toutes les informations de contexte de Teams. Donc par exemple, je sais que je suis dans le tenant, ici tenant ID, ça c'est mon tenant, ça c'est mon utilisateur, je l'avais montré déjà la dernière fois ça. Mais voilà, là j'ai un certain nombre d'infos. Et par exemple, une information qui pourrait être intéressante, c'est ici, j'ai le host client type. Et il me dit que c'est desktop. Si je suis sur Teams Web, il me dit que si je suis sur Web. Si je suis sur Android, il me dit que je suis sur Android, etc. etc. Ah ouais, donc tu peux personnaliser, c'est cool. Indirectement, là, en t'écoutant, tu préconises, c'est pas le terme, mais ça te gêne. Tu es dans l'optique de dire on a une partie de notre app dans le Teams, mais on continue quand même à garder notre application web traditionnelle. Oui, exactement. Ouais. Nous, après, c'est une stratégie. Tu peux faire les deux, mais ça veut dire qu'il faut maintenir deux applications complètement, qui ne sont pas forcément différentes, mais c'est quand même deux sources code à maintenir. Alors que le fait d'être dans la même et de l'adapter, ça peut. Ou trouver dans sa solution un compromis de librairie du UI, de librairie de code métier, etc. pour bien gérer ça, bien évidemment. Mais de toute façon, là, on part dans notre épisode du fait qu'on a déjà une app et on vient l'intégrer, quoi. Donc, forcément, on maintient les deux. Et donc, par exemple, ici, je vais désinstaller cette version-là. Je vais faire oui, hop, et je vais en installer une autre qui est, que j'ai créée. Hop. Donc ici, si je vous montre, j'ai une autre app Teams que j'ai créée. Alors je vais la mettre en zip. Mais ça, c'est des assets, ça.
Oui, c'est les assets. En fait, c'est les trois. Une app Teams, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fichier zip qui contient le JSON et les deux logos. En fait, c'est le logo global et le outline, c'est ce qui s'affiche en fait ici. D'accord. Et donc, ce manifeste-là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais le recharger. Question con, mais le JSON, c'est pas le code? Non, c'est pas le code en fait, parce que c'est pas ça pointe, ça va juste dire à Teams, mon application elle est là, elle a telle couleur, voici l'icône, etc., etc. En fait, le manifeste c'est comme une application mobile quand tu disais Attends, j'autorise. Attends. Donc c'est donc le moment où j'ai ma question que je veux te poser, que j'ai notée. Actuellement, mon application, elle est sur Azure, sur App Services. Ouais. Si je la mets dans Teams, elle va se trouver où, mon application? Quand je poussais une application sur Windows Phone, mon application était chez Microsoft, dans un truc que je ne sais même pas ce que c'était. Eh ben, elle va être chez toi. Elle va être chez toi. C'est-à-dire qu'elle va pas bouger en termes d'hébergement, elle va pas bouger. C'est juste que tu vas dire à Teams, mon app, elle est là-bas. Ah, putain. Ah, j'aurais pensé qu'on puisse profiter de la puissance d'une app services de Non. Teams. Non, parce que en fait, tu vas avoir, c'est vraiment un raccourci qui dit mon app elle est là-bas. Alors, ce qui peut être parfois aussi un avantage et un inconvénient, c'est que tu vas pouvoir faire des mises à jour sans avoir à mettre à jour ton manifeste, parce qu'en fait, ton manifeste une fois qu'il est configuré, Et justement, il y a quelques semaines, ils ont publié, Microsoft a publié une doc qui spécifie l'algorithme de ranking sur le store, qui dit voilà comment on sait que l'app elle est plus utilisée, elle va apparaître avant dans la recherche, etc. Et en fait, il y a un point qui est intéressant sur cette mise à jour, c'est qu'ils disent que en fait, il vaut mieux parfois faire une petite mise à jour sur le manifeste que juste dire voici mon manifeste, je le touche plus et je fais que des mises à jour web, ce qui arrive. Mais rien que le fait de changer la description, etc., et d'incrémenter ta version, ça permet aussi d'avoir plus de visibilité sur ton app. Après, en même temps, j'imagine que si c'est un store, tu peux dire, tu indiques la version, les nouveautés qui ont été apportées, et quand on est utilisateur, on aime bien les regarder là-dedans et on aime bien que ce soit à jour. Ouais, c'est ça. Et il y a encore un intérêt alors, parce que c'est vrai que dans le chat, je demandais est-ce qu'il y a des questions. Il y a The Davrous, donc on se demande bien quel est le pseudo derrière ça, qui dit ils ont du mal à comprendre, les copains, qu'une app Teams, c'est une app web. Effectivement, c'est ce qu'on vient de dire ici. En fait, c'est jamais qu'un raccourci vers une application web existante. Mais ma question est plutôt alors, une fois que tu as demandé à Microsoft de la publier, donc en gros de la référencer dans le store Teams, est-ce qu'il y a encore un intérêt après à la référencer quand tu as des nouvelles versions, des mises à jour, des choses comme ça? Parce que ton lien, toi, tu vas modifier ton site web et puis c'est fini, quoi. S'il y a pas de changement sur ton manifeste parce que tu dois changer des attributs, des fonctionnalités, des configurations, en effet, non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas besoin de republier une nouvelle version. C'est pas obligatoire. Par contre, tu peux en effet incrémenter la version de ton app web sans aucun problème. Ouais. Et l'application, c'est une vraie application web, c'est-à-dire elle ne doit pas être disponible en mode offline, en PWA. On dit c'est un site web et à la limite, on le pointerait vers un google.com ou un bing.com. C'est un site web, ça pointe dessus, mais au moins, bien sûr. C'est une iframe. C'est une iframe. Oui, mais il n'y a pas des conditions. Il n'y a pas des conditions PWA, de stockage ou que sais-je, pour qu'elle puisse fonctionner, par exemple, sur mobile. Il n'y a pas d'obligation qu'elle puisse fonctionner offline aussi. Non, ça c'est vraiment et c'est intéressant parce que en fait ça me paraît tellement logique quand on est dedans, comme quoi on en a parlé plusieurs fois mais c'était pas clair pour vous. En effet, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que c'est pour un tab, comme il y a une partie affichage, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci vers votre application et Teams n'héberge rien. Il va juste dire mon application c'est telle URL, donc quand je clique sur le tab, j'affiche telle URL. Et après, quand je disais qu'il y a d'autres mécanismes, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on va intégrer dans Teams. C'est pour ça qu'il est important de connaître toutes les fonctionnalités qu'on a sur la plateforme Teams. C'est parfois juste des webhooks où en fait on va appeler une API qui va nous retourner un message préformaté pour que Teams l'affiche dans son interface. Mais après, donc ça, c'est important en effet de le savoir. Et donc, la question d'Eric M59 qui pose maintenant, comment ça se passe quand je mets à jour mon app? C'est instantané sur Teams du coup? Oui,
puisque si tu ne mets pas à jour ton app directement, si tu mets ton projet à toi, tu n'es plus dépendant du serveur de Microsoft et de Teams pour ça. Non. Mais ça peut être intéressant parce que, oui, effectivement, tu as la maîtrise de tout. Oui, tu vas. En fait, tu as vraiment deux processus de mise à jour. Tu as le processus de mise à jour de ton app Teams, donc c'est en fait le manifeste plus les logos, et ton app web que tu peux mettre à jour autant de fois que tu veux. Donc tu peux très bien mettre à jour 10 fois ton application web et qu'une fois ton manifeste, ou même jamais. Après, c'est un choix. Et après, c'est au fur et à mesure de ton développement, parfois tu vas dire j'ai besoin d'ajouter un nouveau tab. Il faut savoir que pour ajouter un nouveau tab, il faut faire une update du manifeste, donc ça nécessite une nouvelle version, etc., etc. Mais après, il y a plein, donc c'est ni plus ni moins que du web, sauf le fait que c'est une contrainte d'être dans un iframe. Et bon, là, je pense qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, d'aller un petit peu plus loin. Mais si je voulais, par exemple, réutiliser dans mon application ASP.NET que j'avais tout à l'heure, la partie authentification, par exemple, ici, on va se confronter à des problèmes de sécurité où, en fait, comme on est dans un iframe, par exemple, ASP.NET implémente des mécanismes pour éviter qu'on puisse faire du cross-site scripting, etc. Donc, en fait, il va falloir sur les cookies, etc. Si on veut utiliser notre mécanisme d'authentification, il va falloir l'adapter. Donc peut-être que pour Teams, en fait, il faudra peut-être utiliser un autre moyen d'authentification qui est Azure AD ou les processus intégrés dans. Est-ce qu'on peut utiliser toujours les cookies de session dans Teams, comme on l'utilise dans une de nos apps? Tu pourrais, mais tu es confronté au fait que tu es dans un iframe. Donc en fait, comme tu es dans un iframe, tu es considéré comme pour faire du cross-site. Donc avec les cookies, il peut y avoir des restrictions qui disent non, je peux pas mettre de cookies. Notamment ici, moi je pourrais les variables de session, je corrige mon vocabulaire. Oui, variable de session, oui, tu peux, ça c'est pas un problème. Mais par exemple ici, si je reprends mon application que j'avais tout à l'heure, alors dans Windows 11, ici si je retourne, je vais la recharger parce que je l'avais enlevée. Hop. Donc je réupload une application Teams. Hop. Ici. On l'a pas dit aux gens, mais ça va être en plusieurs parties cet épisode. Oups. Ouais. Tous les 6 mois, on va refaire une nouvelle version. En fait, il y a une chose qui va être importante à montrer dans un autre épisode, c'est une fois qu'on a notre application dans Teams, c'est aller utiliser des outils dans Teams, c'est-à-dire enrichir notre application de fonctionnalités que peut, et a priori, il y en a beaucoup. Notamment l'authentification dont on parle ici. Je crois qu'on pourra faire un sujet complet sur l'authentification parce que ça peut être très profond. D'accord. Il me faut 1 heure minimum. Quand on dit l'authentification, c'est après aller rechercher, comme tu dis Christophe, des données qui sont liées à ça. Donc, je ne sais pas, aller rechercher, je suppose qu'on a accès à MS Graph ou pouvoir rechercher des données sur l'utilisateur, sur Outlook, sur OneDrive, j'en sais rien. Mais c'est ça qui est intéressant puisqu'on est dans un monde intégré. Je peux vous faire par exemple une autre app. Et là, en fait, j'ai poussé la partie authentification jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on utilise le SSO. Donc en fait, je n'ai pas à ressaisir de mot de passe. J'utilise mon authentification Teams. Donc par exemple ici, j'ai une application qui est en fait intégrée avec un meeting Teams, pardon. Donc en fait, je me connecte à mon meeting Teams. Et ici, dans les fonctionnalités, je peux ajouter une app. D'accord ? Donc, je vais ajouter mon app. Allez, ici, ça s'appelle Visio Accueil. C'est une solution qu'on est en train de développer. Comme c'est un tab de meeting, j'ai une étape de configuration où c'est imposé par Teams, il y a une étape de configuration. Donc ici, cette étape-là, elle appelle juste un lien de mon application qui est hébergé sur mon poste, en fait, qui est une application en React. Et elle utilise le SDK JavaScript pour dire à Teams, OK, l'application, elle est configurée, tu peux passer à l'étape suivante. Et le fait d'exécuter ce code-là, ça va activer dans Teams le bouton Save. Et quand je continue, hop, ici, il va m'ajouter un tab dans l'environnement meeting et je me connecte, ça me permet d'imprimer et de scanner à distance. Et en fait, cette vue-là, elle est normalement protégée par une authentification. Sauf que j'utilise le SDK aussi Teams pour demander à Teams de faire un appel à Azure AD pour m'envoyer un token automatiquement. Et en fait, c'est hyper transparent. J'ai pas saisi mon mot de passe et mon login. Je pense que tu allais dire c'est hyper facile.
Alors, c'est hyper facile pour les gens qui ont l'habitude, mais je veux dire, Oui, c'est c'est comme tout, c'est hein. facile à utiliser pour les utilisateurs. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. Voilà, on est d'accord. Et en fait, juste pour vous montrer, et c'est probablement la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que si je lance la console de debug, en fait ici, j'ai dans mon callback ajouté un petit log et je retrouve mon token d'authentification qui lui est valable aussi pour interroger Graph. Et donc en fait, pour un utilisateur, il n'y a pas eu besoin de ressaisir à nouveau son login mot de passe et c'est transparent. Donc ça, je vais dire, c'est la partie intégration, authentification la plus poussée dans Teams. On a des intermédiaires où on va pouvoir lancer des pop-up, par exemple, dans des applications comme ici, si je reprends Lucidchart, par exemple. Si je veux m'authentifier, en fait, lui, il va me demander, il va y avoir une pop-up pour pouvoir... voilà, si je fais sign in ici, hop, il me demande, j'ai une pop-up externe. Donc l'intégration, en fait, l'authentification n'est pas intégrée complètement avec du SSO parce que peut-être ils n'utilisent pas Azure AD comme provider d'authentification. Mais je pensais voilà. que c'était obligatoire en fait, tu vois. C'est pas obligatoire, non. C'est recommandé parce que ça permet d'avoir une expérience beaucoup plus fluide. Mais on n'est pas. Tout le monde n'utilise pas Azure AD comme provider d'authentification. Mais ça pourrait être un autre sujet. Je pensais qu'on allait pouvoir en parler aujourd'hui. Mais pour moi, j'en vois deux encore. Hein. C'est comme je disais, l'authentification qui est important. Et après, les outils annexes, en fait, tout ce qu'apporte Teams. Et là, il y a du monde quand même. Bah écoutez, avec plaisir, on pourra en discuter. Et je pensais pouvoir en parler aujourd'hui, mais en fait, on a dû revenir à des choses qui sont peut-être parfois plus essentielles, et notamment rappeler que c'est une web app, enfin une application web qu'on va interroger à distance. Bah, c'est important de le comprendre. Le problème, c'est qu'on devient vieux et qu'on oublie vite. Et donc, il faut revenir sur les fondamentaux à chaque fois. Ben non, mais c'est toujours pareil, quand on n'utilise pas des solutions tous les jours, etc., moi, ça me paraît logique parce que je le fais tous les jours. J'intègre tous les jours des applications. Donc, je sais que c'est une application qui n'est pas hébergée par Teams. Mais c'est aussi l'occasion de le rappeler. Et ça... Note-le pour la prochaine fois qu'il faudra encore le rappeler, tu vois. Probablement, ouais. Enfin voilà, en tout cas, je voulais aller un petit peu plus loin jusqu'à l'authentification parce que ça fait partie en tout cas des mécanismes, notamment avec l'application web que je vous ai montré tout à l'heure quand vous la créez par défaut sur Visual Studio. Bah, en fait, quand vous cliquez sur Login, bah, en fait, il y a une page blanche parce que Teams bloque la navigation parce qu'il y a des problèmes de X-frame, etc. à corriger. Mais à ce moment-là, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On essaiera de ne pas le faire trop tard, comme ça nous évitera de devoir répéter toujours la même chose en début d'épisode. Pas de souci. Ok. Christophe Richard, avez-vous d'autres points, d'autres sujets que vous vouliez dire? Non, je me suis amusé pendant que vous discutiez à faire ma première app. Donc, je suis en train de la c'est rapide. Pour voir ça. On fera un épisode dans 3 semaines, comme ça tu auras le temps de la publier sur le store. Le site, il était déjà fait, donc... en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on dans le processus de créer une app Teams, si on va aller sur Teams, au final, comme c'est juste un fichier qui va décrire un raccourci vers une page web, on peut le faire. Et c'est assez simple à faire. Mais après, est-ce que ça a un intérêt de faire juste ça? Bon, c'est chacun qui jugera. Si, parce que ça permet. Bon, moi, c'est une application qui me permet de gérer mes temps d'intervention pour mes différents clients. Et j'ai une équipe compta dans laquelle je les facture, ce genre de choses. Donc, rajouter un onglet comme ça avec la gestion des interventions chez les clients, c'est cohérent, quoi. Donc, ça te permet d'éviter d'aller un petit peu à gauche, à droite. Alors maintenant, moi j'ai une question à deux francs, comme on dit. C'est vieux, les francs. Oui, c'est vieux, oui. Mais justement, parce que Teams, c'est Electron. Et on a entendu parler qu'ils étaient en train de réécrire tout ça, je pense en React ou en je sais pas quoi. En React, ouais. Tu as des news sur la date de publication éventuelle de la nouvelle version ou... Non, ça non. En fait, le travail de migration de Angular vers React, parce qu'avant c'était de l'Angular, et de React, c'est un travail qui est amené depuis un moment quand même. Et
il y a de plus en plus de composants React qui arrivent. Après, la grosse nouveauté qui va arriver et qui a été annoncée aussi, c'est le fait que ce sera plus Electron, mais ce sera WebView de Edge. Oui, c'est ça. Donc ça va apporter aussi pas mal normalement d'optimisation et de. Vous avez, je pourrais vous envoyer, mais il y a une série de blogs qui a été démarrée par l'équipe produit qui donne tous les travaux qui ont été faits sur la performance, et c'est assez technique et assez intéressant. Je pourrais vous l'envoyer. Ouais. Et après sur la date, non, j'ai pas d'infos particulières à donner là-dessus. T'es nul, tu dirais. Oui, c'est ça. Ok, je pense qu'on arrive comme ça tout doucement à la fin de cet épisode. Peut-être, comme je le fais à chaque fois, avant de partir, je voulais juste rappeler que tous les mercredis, venez nous rejoindre sur les meet-up de DevApps. Je le dis toujours, c'est gratuit, c'est sympa, il suffit de s'inscrire sur devaps.ms/meetup. Et vous recevez de Richard un petit lien pour pouvoir vous connecter. Enfin, je pense que c'est toujours le même, mais vous recevez un petit rappel avec le sujet. Et il y en aura un ce mercredi aussi de Laurent, c'est ça, Richard? Oui, de Laurent sur Static, donc, qui est un générateur de pages web automatique qui permet plutôt que d'avoir des pages dynamiques pour son blog, on a quelque chose de statique. Parce qu'il voulait parler de Dapper, on m'a dit non. Je crois qu'il laisse tomber un peu. Ok, et donc je l'ai dit au début, activez la cloche sur twitch.tv/devaps. Une fois par mois, on continue à diffuser notre podcast en direct, et vous le retrouvez évidemment ensuite en MP3 classique ou bien sur YouTube aussi, ce qui est parfois plus facile, ça dépend un peu du sujet qu'on aborde, d'avoir la vidéo ou pas. Et pour vraiment finir aujourd'hui cet épisode, je voudrais juste terminer en disant que si vous appréciez ce podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'ont fait Sylvain Vertu, Marc Plessis, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois et Michael Fiorito. Et sinon, merci à tous. Écrivez-nous un commentaire si vous avez des remarques. On les transmettra à Alexis si jamais ça concerne Teams, ou à d'autres personnes si jamais évidemment ça concerne d'autres speakers qui sont passés préalablement. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, il faut la suite. Là, maintenant. Il faut la suite, voilà. On va planifier ça. Salut. Allez, au revoir. Ciao. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.